La France est de droite. Vrai. J'ai trahi mon camp pour la bonne cause. J'ai pas trahi, non, faux. Les riches et les bourgeois peuvent se réjouir de l'accession au pouvoir du RN. Faux, c'est pas une question de classe sociale. Toutes les civilisations se valent. Les cultures ne se valent pas. Je suis féministe. Oui. Le RN soutient l'Ukraine dans sa défense contre l'agresseur. Oui, je le crois, oui. Les candidats du nouveau Front populaire sont de meilleurs communicants que les miens. Ils sont très dangereux pour le pays, mais ils sont très bons communicants, ouais. Avec le RN au pouvoir, tout va changer. Avec notre coalition, tout va changer, ouais. Je crois dans la théorie du choc des civilisations. Ouais. Mon programme est le plus sérieux. Je pense que c'est le plus crédible. Jean-Marie Le Pen est antisémite. C'est pas mon histoire, c'est pas ma génération, et oui, je crois qu'il a tenu des propos antisémites. La jeunesse emmerde toujours le Front National. Bah, le RN est en tête des intentions de vote chez les jeunes, chez les moins jeunes, donc non. Emmanuel Macron est un bon président. Un très mauvais. Il y a une masculinité toxique qu'il faut déconstruire. Non, je suis pas Sandrine Rousseau, moi. Le RN, il a changé. Bien sûr que le RN a changé, c'est pas le FN, ouais. Je fais tout ça pour être ministre. Non, je fais ça pour mon pays. Parler d'insécurité quand on vient du centre de Paris, c'est légitime. Je pense que l'insécurité, elle frappe d'abord ceux qui vivent dans les quartiers populaires. En France, on va aller voter le 30 juin et le 7 juillet 2024 pour les élections législatives. On a décidé de vous publier 4 vidéos sur notre chaîne YouTube. 3 entretiens avec des leaders des 3 forces politiques et un débat entre citoyens qui s'engagent dans chacun des 3 blocs. Vous regardez aujourd'hui le dernier de ces 3 entretiens. Bonne vidéo. Guillaume Carayon, bonjour. Bonjour, Jules. Aujourd'hui, on va se tutoyer parce que tu es déjà venu sur le crayon et qu'on a à peu près le même âge. Tu es président des Jeunes Républicains et candidat à la députation dans la 3e circonscription du Tarn. Exactement. Et aujourd'hui, on vient parler de ces élections. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Le Front National, le Rassemblement National est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi de la famille gaulliste. Pour des raisons historiques qui plongent leurs racines très loin d'ailleurs. L'alliance honteuse des Insoumis. Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade. Votre diatribe monarchique. Bon, donc il y a quelques années, Éric Ciotti se défendait d'une alliance avec le Rassemblement National. Aujourd'hui, il y a cette coalition des Républicains avec le Rassemblement National en vue des élections législatives. Guillaume, toi qui es lettré, on va parler un peu de Dante. Tu vois, les cercles de l'enfer. Ouais. Le 9e, réservé à la trahison. Tu penses que tu mérites plutôt, avec Éric Ciotti, le châtiment de ceux qui sont jusqu'à la taille, enfouis dans la glace parce qu'ils ont trompé leur famille, ou ceux qui sont jusqu'au cou parce qu'ils ont trahi leur pays? Mais ni l'un ni l'autre, ça commence fort. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, les Républicains, la droite gaulliste, que de s'allier avec un partenaire qui est beaucoup plus naturel pour nous que l'est La République En Marche. Moi, je me suis engagé parce que je voulais qu'on arrive à rompre avec le macronisme. En revanche, je pense qu'on a aujourd'hui, les Républicains, quand on regarde notre projet, celui des européennes, celui des dernières présidentielles, 90-95% de points de convergence avec le RN. Ce qui nous différencie, il y a encore des divergences, mais ce qui nous différencie est pas grand-chose par rapport à ce qui nous rassemble. On a 3 urgences. C'est la question du pouvoir d'achat, remettre de l'ordre dans les comptes pour rendre leur argent aux Français. La question de la sécurité, rétablir l'ordre sur tout le territoire. Et puis la question de la politique migratoire qui aujourd'hui est hors de contrôle. Ces 3 urgences-là, qui sont les 3 urgences pour les Français, qu'on regarde les enquêtes d'opinion, c'est les 3 sujets essentiels. On a des solutions avec notre coalition pour sauver le pays. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il y a une urgence. Et donc la question, c'est pas la trahison de personnalité, de boutique. Moi, ma boutique, elle m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est mon pays. Et j'ai envie qu'on relève notre pays. Et je pense que la seule solution pour qu'on le redresse, c'est de faire alliance avec ceux qui aujourd'hui ont des chances de gagner et défendre nos convictions dans 90% des situations. Donc oui, il fallait absolument faire cette coalition. Moi, j'ai pas été toujours favorable à cette coalition parce que je me disais qu'on pouvait encore reconstruire LR de l'intérieur. Force est de constater, moi, après mes quelques années d'engagement chez LR, que c'est pas possible. La marque, elle est démodée, elle intéresse plus personne. On a fait 7% aux européennes alors qu'on a fait une belle campagne, on a fait 4% au présidentiel. On n'a pas réussi, en tout cas le parti n'a pas réussi à renouveler les pratiques, les visages, les méthodes. Donc maintenant, il faut tirer un trait. Il faut reconstruire. Et je pense que la meilleure façon de défendre nos convictions, de défendre nos valeurs, c'est de s'allier avec le RN parce que c'est notre partenaire naturel. Donc s'allier avec ce partenaire naturel, le Rassemblement National, qui descend, comme l'a dit Bruno Le Maire dans l'interview qu'il a donnée au Crayon, du Front National, qui lui-même est une organisation qui émane de l'OAS, par exemple. Vous avez le Rassemblement National, qui descend du Front National, qui descend lui-même d'organisations d'opposition.
au général de Gaulle comme l'OAS. Je rappelle que cette organisation, à la base, a voulu assassiner au petit Clamart, au début des années 60, le général de Gaulle. Ça, c'est naturel comme alliance? L'histoire de chaque parti, elle est complexe. Mais est-ce que tu aurais posé la même question à un représentant du Parti socialiste? Le Parti socialiste a eu 2 présidents de la République sous la 5e, François Hollande et M. Mitterrand. M. Mitterrand, il a reçu des mains du maréchal Pétain la Francisque, qui est la plus haute distinction du régime de Vichy. Et donc ça justifie qu'on s'allie parce que les autres le font, on le fait aussi. Non, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est simplement que dans chaque parti politique, au RN, comme à droite d'ailleurs, comme au Parti socialiste, l'histoire elle est complexe. Et parfois, il y a des personnalités qui ont pu faire partie des fondateurs, qui ont pu faire partie des cadres dirigeants d'un parti qui ont eu une histoire qui est nauséabonde et dans laquelle moi je me reconnais pas. En revanche, ce que je pense, c'est qu'on a changé on a changé d'époque et on n'est plus au FN de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, elle a rompu politiquement avec son père et pourtant c'est son père, c'est pas facile comme décision à prendre, mais elle l'a fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que défend aujourd'hui le Rassemblement national. Et je dis pas que je suis d'accord encore une fois avec tout, hein, mais je dis qu'on a davantage de convergences et que ces convergences sont suffisantes pour faire un pacte de coalition pour reprendre en main le contrôle de notre pays. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Le pays va mal, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui galèrent, il y a des millions de Français, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui font la queue à des distributions alimentaires pour manger à leur faim. Soit on se remonte les manches et on se dit qu'on va essayer de redresser le pays tous ensemble, soit on abandonne. Moi, j'ai pas envie d'abandonner. Et je crois que le combat, il doit être mené maintenant parce qu'on peut pas attendre 3 ans. Divine Kinkela, elle est aide-soignante. Depuis la campagne des européennes, elle dit essuyer les insultes de son voisin, un militant du Rassemblement national. Non, il a mis le drapeau français. Ben, c'est pas mal, c'est pas méchant, ça. On est français, on met son drapeau, il n'y a pas de problème. Avec Marine et avec Bardella, là, c'est des opinions politiques. Des opinions politiques, mais ce qui nous vise, nous, ça nous vise que nous. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées, selon elle, d'agressions verbales et de cris de singe. Les HLM, à cause de gens comme... Mais moi, vous avez habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez? On est chez nous. On fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. En France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Le Rassemblement national a changé aujourd'hui. Les temps ont changé, il faut aussi en prendre acte. Les Français ont parlé. C'est les temps qui ont changé ou le RN? C'est le RN et les temps qui ont changé. En quoi il a changé, le RN? Mais parce que le RN aujourd'hui est à un score qui est historique. Les Français parlent. On peut pas ne pas écouter les Français qui disent aujourd'hui que l'opposition au macronisme, nous on est opposés au macronisme, qui disent que c'est la première force d'opposition. Donc moi je crois effectivement qu'il faut des alliances. Vous êtes plus opposé au macronisme qu'au Rassemblement national? Bien sûr, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, Emmanuel Macron est à la tête du pays depuis 7 ans maintenant. Record de violence, record d'insécurité, record d'immigration, pouvoir d'achat des Français est en berne. Il faut un sursaut national. Moi j'y crois. C'est la fin de LR là. Non, moi je crois que c'est le retour de LR. Le RN, il a changé. Et on voit que pourtant certains de ses électeurs professent des propos racistes et agressent des concitoyens ou des personnes en France. Pourtant, on est plus proche du Rassemblement national que de la Macronie. Tous les propos racistes sont insupportables, sont infâmes. Mais est-ce que tu peux jeter l'opprobre sur un parti politique en te disant un électeur de tel parti politique tient ces propos-là, donc le parti est responsable de ça? Ça voudrait dire qu'on est responsable de chacun de ses électeurs. Donc ça veut dire que demain, si on trouve un électeur qui est parfaitement antisémite, qui est parfaitement raciste et qui vote pour Renaissance, le parti du président de la République, on dirait que le parti président de la République est raciste. En fait, donc ça, c'est un cas isolé, ça? Mais on peut pas assimiler un électeur du Rassemblement national à son parti. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Que le RN, qui vient de faire quasiment 32% des voix aux dernières élections européennes, il y a 32% de racistes dans le pays? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois simplement qu'aujourd'hui... C'est en fonction, c'est sur les votants. Donc, c'est 32% des votants qui se sont exprimés. Donc, ça ferait un petit peu moins. Ouais, la sociologie... oui, mais tu penses vraiment que 32% des votants sont des racistes? Non. Tu penses que tous les gens qui votent pour le Rassemblement national sont des racistes? Non. En revanche, il y a des études sociologiques qui montrent que la déterminante du vote pour le Rassemblement national inclut une composante de rapport de xénophobie à l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne vote pas nécessairement au Rassemblement national si on n'a pas cette partie du prisme. Non, moi je le crois pas. Moi je crois qu'il y a aujourd'hui une situation migratoire qui est hors de contrôle,
et qui nécessite d'avoir des réponses fortes sur la question migratoire. En revanche, il y a une frontière qui doit évidemment jamais être franchie, c'est une ligne rouge. C'est la question du racisme. C'est pas parce qu'on te dit qu'on peut pas accueillir 1 demi-million d'étrangers chaque année sur le territoire national parce qu'on n'a pas les capacités d'accueil, d'assimilation, qu'on devient raciste. C'est pas parce qu'on dit qu'on veut reprendre en main notre politique migratoire qu'on est raciste. Enfin, le Danemark, c'est pas un gouvernement d'extrême droite, c'est un gouvernement socialiste. Ils ont restreint leur politique migratoire, c'est pas des racistes. Donc moi, je crois qu'en fait, plus on adopte ce discours qui consiste à dire on n'est pas pour une immigration de masse, donc on est des racistes, et plus vous aurez de gens qui vont se radicaliser. Et en fait, je pense que, parce que tu le dis, mais il y a beaucoup de médias qui jouent sur les peurs et qui essaient de faire croire que le RN serait un parti xénophobe et raciste. Plus vous dites ça, et plus vous encouragez les gens à voter pour le RN. Parce que les gens se disent, ils ont décidément rien compris, ils sont dans leur tour d'ivoire, ils ont une réflexion qui est très parisiano-centrée, et en fait, ils n'ont pas compris que la société, effectivement, avait changé. Ouais, pardon, j'ai pas l'impression que la personne qui est à l'écran est divine et elle soit particulièrement parisiano-centrée quand elle est victime de racisme de la part d'autres personnes qui sont ses voisins. Non, donc mais c'est pas qu'une question de cela. Tu reportes le débat effectivement sur cette question de l'immigration, mais là c'était pas le sujet. Le sujet c'était il y a un risque et que craignent beaucoup de concitoyens français d'être victimes de la part d'une à partir du moment où accède au pouvoir un parti comme le Rassemblement national, qu'il y ait les chiens qui se lâchent sur des personnes qui sont non blanches. T'as vu déjà comment tu parles? Tu peux pas dire les chiens. On parle pas des gens comme des chiens. Non mais oui, mais c'est. Alors les chiens qui se lâchent, c'est une expression pour dire. Non mais je sais, mais l'état un peu animal de. En fait, on n'a pas de surmoi, on se retient pas d'être violent et d'agresser. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le projet politique. Et regarde le projet politique aujourd'hui de Jordan Bardella et trouve-moi une proposition xénophobe. Trouve-moi une proposition raciste. Trouve-moi une proposition antisémite. On interdit aux binationaux d'être des représentants politiques importants. On fait comment pour les ambassadeurs? On fait comment pour ça? Tu penses que c'est une proposition raciste? Je dis pas que c'est raciste, mais je dis que c'est empêcher par exemple qui peut être empêcher par exemple un franco-russe de travailler au ministère de la Défense. Tu penses que c'est raciste? Donc ça se limitera aux franco-russes? Non, mais en l'espèce, quelqu'un qui a la binationalité française et russe, tu penses qu'il peut travailler au ministère de la Défense? Ouais, je trouve ça intéressant de la part de la coalition de droite qui est alliée au Rassemblement national de parler de la Russie. Pourquoi? Ah bah parce qu'on soutiendrait la Russie? La proximité historique du Rassemblement national avec la Russie. Le Front national a bénéficié pendant une campagne présidentielle d'un prêt d'une banque russe. Oui, mais quelle banque française prêtée au Rassemblement national? Pourquoi se tourner vers une banque russe? Pourquoi est-ce que Marine Le Pen est reçue par Vladimir Poutine en 2017? Cite-moi une banque dans ce cas-là qui a accepté de prêter au Rassemblement national. Et donc c'est une raison pour aller serrer la main à Vladimir Poutine alors qu'il avait déjà envahi la Crimée. Et Emmanuel Macron a jamais serré la main à Vladimir Poutine? Mais en tant que président de la République? Elle était la première opposante au président de la République. Et donc ça c'est quelque chose qui est Non mais serrer la main au chef d'État qui a évidemment une conduite dictatoriale, personne le nie. Mais en revanche, serrer la main d'un responsable politique, c'est se compromettre. Enfin, non, c'est assez marrant ça parce que là, cette communication, c'était pas simplement serrer la main dans le cadre d'une relation diplomatique, c'était aller se rendre à Moscou pour être adoubé par Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, un article de Mediapart montre que il y a une campagne d'influence de réseaux pro-russes pendant les élections européennes qui a soutenu Bardella en faisant des photomontages pour diffuser l'impression que des affiches étaient placardées plus nombreuses qu'elles n'étaient. T'as des sources qui sont un peu biaisées quand même. Non, parce que c'est les services français de renseignement qui ont alerté le Rassemblement national. Marine Le Pen s'est dédite et puis le Rassemblement national a ensuite confirmé les informations de Mediapart. Donc la source c'est aussi. Honnêtement, Jules, moi je vais te dire la vérité. J'étais ce matin à la présentation du programme pour les élections législatives de Jordan Bardella. Il y a une question qui a été posée par une journaliste sur le conflit russo-ukrainien. Sa position, c'est celle que j'avais lue dans son projet et celle que j'avais lue dans la presse. Elle est très claire. C'est de dire on soutient l'Ukraine parce que le territoire ukrainien parce que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Plus de munitions, moins de paroles, moins de communication, plus d'aide matérielle. Mais la ligne rouge, et c'est celle qu'on a aussi avec les Républicains, c'est l'envoi de troupes au sol. Donc sur le conflit russo-ukrainien, la position LR, elle est conforme, elle est la même, elle est la décalque que celle du Rassemblement national.
Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas les rapports fantasmés qu'aurait pu faire Mediapart pour savoir si, au fond, le RN a pu se compromettre un jour avec la Russie. C'est pas fantasmé, c'est journalistique. C'est Mediapart. Je sais pas si c'est un grand journalisme, objectif, et pas partisan. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans les projets politiques. Et dans le projet politique aujourd'hui du Rassemblement national sur le conflit russo-ukrainien, moi, je vois pas de traces d'alliance objective avec le pouvoir russe. Et s'il y en a, très bien, ce sera une divergence qui marquera une rupture pour nous, parce que c'est pas une divergence qui est anodine. Mais honnêtement, aujourd'hui, je la vois pas. Je la vois pas. Et visiblement, les Français la voient pas non plus, parce que les Français soutiennent pour une grande partie, pour une écrasante partie, l'Ukraine et sont prêts à accorder davantage de moyens, quitte d'ailleurs à rogner sur leur pouvoir d'achat, parce que ça coûte à la France, mais on le fait parce que c'est important, parce que il y a un conflit guerrier aux portes de l'Europe. Mais les Français, ils sont prêts à ça. Et les Français, ils sont aussi prêts à accorder leur voix, leur confiance au Rassemblement national, ce qui prouve que eux sont pas dupes et eux savent très bien que le RN n'est pas l'allié de la Russie. Il avait promis que la priorité, c'était de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Il vient de reculer. Il avait promis une baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Il a reculé aussi. Le programme du Rassemblement national de Jordan Bardella, c'est un oignon. À chaque jour, il y a le programme qui se pèle. Et à la fin, il reste que les yeux pour pleurer parce que c'est pas sérieux, que c'est pas crédible. TVA réduite qui ne concernera finalement que l'énergie. Et encore, si la Commission européenne donne son accord, pas d'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, a priori, vous êtes déjà en train de renoncer, et les Français n'en auront pas forcément pour leur argent, en votant pour le Rassemblement national, qui serait peut-être plutôt le renoncement national. Décidément, toutes les questions sont orientées. Il y a les urgences et il y a les priorités. Les urgences, c'est ce qu'on peut faire très rapidement, à court terme, dans le cadre d'une cohabitation. Ça t'a pas échappé, si demain le RN a une majorité absolue, le RN n'aura pas tous les leviers pour agir. Parce que tu as tous les leviers pour agir si le président de la République est de ton camp et qu'il a une large majorité à l'Assemblée. En revanche, si tu as un Premier ministre de ton camp, une majorité absolue à l'Assemblée, tu as certains leviers qui te permettent d'agir. Et nous, on a identifié 3 leviers principaux. C'est la question du pouvoir d'achat. Donc, on a des propositions qui ont été détaillées ce matin par Jordan Bardella, notamment la baisse de la TVA sur le carburant, parce qu'aujourd'hui, le carburant, c'est 60% de taxes. On a créé quand même une TVA sur la TVA, sur le carburant, ce qui est quand même une folie typiquement française. C'est 2, la question de la sécurité, avec ce qu'on peut faire immédiatement à court terme, dans la limite des pouvoirs de Matignon et d'une majorité à l'Assemblée sur le laxisme pénal. Et 3, la question migratoire, ce qu'on peut faire sur la suppression, par exemple, du droit du sol, sur le fait de faciliter les expulsions d'étrangers qui sont délinquants ou criminels. On a 5%, entre 5 et 8% aujourd'hui d'exécution des OQTF. Si on peut permettre d'aller beaucoup plus vite sur l'expulsion de ceux qui n'ont plus rien à faire sur le territoire national, ça, je pense que ça répondra à une urgence dans le pays aujourd'hui, pour empêcher l'insécurité de progresser encore et encore. Mais il y a ces urgences-là, et ensuite, il y a les priorités. Il y a ce qu'on peut faire à court terme dans la limite de nos compétences, et il y a ce qu'on fera ensuite. Mais il faut pas non plus mentir aux Français. On peut pas leur dire qu'en 48 heures, tout va changer dans leur vie et qu'ils vont chacun gagner 300 euros par mois dans leur pouvoir d'achat. C'est pas comme ça que ça marche. Et le dire comme ça, ce serait mentir aux Français et ce serait créer un effet déceptif hyper important. En revanche, moi, ce que je crois, c'est que les macronistes, Gabriel Attal, ils ont aucune leçon à donner. Parce que ça fait 7 ans qu'ils ont fait souffrir les Français. Ça fait 7 ans qu'ils ont accéléré le déclassement du pays. Moi, quand j'entends Gabriel Attal parler de bonne gestion des comptes publics, quand on a 1000 milliards de dettes qui se sont accumulées depuis 2017, ça me fait un peu rire. Quand j'entends Gérald Darmanin qui donne des leçons sur la gestion de l'ordre public, sur la question de l'insécurité, alors qu'on a une violence gratuite toutes les 44 secondes, alors que les coups et violences volontaires ont augmenté de 62% depuis 2017, ça me fait rire aussi. Donc ces gens-là qui ont échoué sur tout, qui vont se retrouver sûrement à 60 ou à 70 à l'Assemblée nationale parce que les Français ont vu qu'ils leur avaient menti sur tout et qu'ils étaient extrêmement mauvais sur tous les domaines, honnêtement, ils ont aucune leçon à nous donner. Aucune leçon à nous donner. Si les Français nous font confiance à notre coalition et qu'on a une majorité absolue, on aura la capacité de changer les choses. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, on peut changer leur vie. Nous, on croit. À commencer par quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Priorité numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on dit, et c'est d'ailleurs, je pense, un point commun essentiel avec les Républicains et le Rassemblement national, c'est qu'on pense qu'il faut remettre de l'ordre dans les comptes pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. On a aujourd'hui des dépenses qui sont parfaitement excessives.
Ce qu'on va faire si on arrive demain au pouvoir, c'est un grand audit des comptes de l'État. Ce que Jospin d'ailleurs avait fait il y a 25 ans. Pourquoi? Parce que on est convaincu qu'on va s'apercevoir qu'il y a des dépenses qui sont hyper excessives et qui correspondent pas du tout à des dépenses utiles pour les Français. On a un combat sur la fraude d'euros, la fraude fiscale évaluée à 100 milliards d'euros, et la fraude sociale, la fraude aux prestations sociales évaluée aussi à plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est un magistrat qui fait partie de notre coalition qui s'appelle Charles Prats qui travaillera sur cette question-là. Et lui, contrairement à Mediapart, il est orienté ou pas? Charles Prats? Ouais. Bah, il est magistrat, il a travaillé sur ces questions-là, il a une expertise à apporter. Mais Mediapart n'est pas un parti politique, et pas un candidat. Non, c'est juste parce que du coup, est-ce que ça justifie effectivement les chiffres qu'il donne? C'est un rapport sénatorial, donc ça a quand même une relative valeur, un rapport sénatorial. Et puis, si on n'est pas d'accord avec le chiffre de 50 milliards et qu'on dit que c'est 30 milliards la fraude de prestations sociales, c'est toujours 30 milliards. Peu importe, ça c'est un débat d'experts, mais j'ai pas cette compétence-là. Mais en tout cas, il y a de l'argent à aller chercher là. Il y a de l'argent à aller chercher partout. Sur le coût de l'immigration, moi j'ai lu un rapport de contribuables associés. Bon, tu vas me dire peut-être qu'encore une fois c'est orienté, mais ils évaluent à 53 milliards d'euros le coût de l'immigration chaque année. Donc il y a des économies à faire. Et si on fait ces économies-là, je suis convaincu qu'on arrivera à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Il y a une niche fiscale, par exemple, qui existe pour les armateurs. Cette niche, c'est quasiment 2 milliards d'euros qu'on peut récupérer. Il y a de l'argent à récupérer partout. L'État se gave. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron l'a pas fait, ça? Bon, parce que je pense qu'il faut du courage politique. Je pense que il y a beaucoup de dirigeants politiques. Je pense que depuis 40 ans, c'est la même chose. Qu'il y a 1 an, 2 ans des élections, bombardent de dépenses publiques parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'on va acheter les voix des Français. Et ils se disent de toute façon on verra pas les résultats des comptes publics, du déficit, ce sera après l'élection. Et donc c'est une forme de maquillage. Et donc ils bombardent de dépenses. Les dépenses explosent toujours d'ailleurs sur les fins de quinquennat ou les fins de septennat. Ouais, forcément. Parce on voit pas les résultats tout de suite. Et pourquoi est-ce que tu es rentré chez les Républicains alors, si tu estimes que depuis 40 ans, c'est une même politique un peu duplice qui est menée, alors que Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac étaient des présidents issus de cette tradition des Républicains? Parce que moi j'ai cru et j'y crois encore, mais qu'on peut reconstruire la droite de l'intérieur. Moi j'ai toujours été convaincu que c'était possible de changer cette famille et que les vieux réflexes, les vieilles méthodes, les vieilles pratiques, tout ça, on pouvait les changer. Et quand j'ai été élu président des jeunes de LR, c'était il y a 3 ans, en 2021, j'ai été élu contre la quasi-totalité de la direction du parti. Et je me suis dit, c'est bon, on va changer de l'intérieur les choses. Et j'ai essayé. Force est de constater que ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Les dernières élections européennes, au lieu de donner sa chance à des jeunes, pas que moi d'ailleurs, qui bossent, qui ont envie d'être utiles pour leur pays et qui ont envie d'apporter quelque chose. Ils ont préféré mettre d'autres élus qui, par exemple Brice Hortefeux, qui était pas connu pour son travail hyper efficace au Parlement européen. Voilà, moi c'est ce genre de réflexe, de vieilles méthodes où je me suis dit en fait, c'est plus possible de construire. Est-ce que tu es rentré chez les Républicains avec cette conviction-là, ou est-ce que c'était aussi une manière pour toi de te dire bon, c'est quand même un parti qui est plus institutionnel et honorable jusqu'à cette coalition que vous menez que le Rassemblement national ou le parti Reconquête d'Éric Zemmour. T'es rentré dans ce parti-là, mais en ayant cette vocation à faire à créer l'union des droites. Il y a cette une de l'Incorrect qu'on peut montrer aussi, où les jeunes coupent le cordon. Cette semaine, avec la une d'un magazine d'extrême droite, on voit Guilhem Carayon, le porte-parole de LR et président des jeunes LR, tout sourire avec le président des jeunes RN et le président des jeunes avec Zemmour. Officiellement, la ligne du parti Les Républicains, c'est pas d'union des droites, pas de proximité, en tout cas pas trop visible, avec l'extrême droite. Alors cette une commune, est-ce une clarification ou est-ce une boulette? Ouais, t'avais donné une interview aussi sur Valeurs VA+, le média en ligne de Valeurs Actuelles, avec Stanislas Rigaud et Pierre Montionnet. Est-ce que tu avais toujours cette conviction qu'on pouvait changer la droite de l'intérieur de par les Républicains, ou est-ce que tu préparais cette coalition et que tu t'as coupé le cordon avant? Bon, non, là pour le coup, ce débat-là, moi j'avais accepté un débat comme j'accepte des débats quasiment tous les jours, avec des concurrents, représentants des jeunes du RN, représentants des jeunes de Zemmour. Le lendemain ou 2 jours après, quelques jours après, j'ai fait un débat avec Léon de Fontaine, qui était à ce moment-là responsable des jeunes du PCF, qui a été après tête de liste aux européennes. Très bon d'ailleurs. Personne m'a dit que j'étais devenu marxiste. Personne m'a dit tu discutes avec lui, t'es léniniste.
Non, tu peux débattre avec des gens tout en n'étant pas d'accord sur tout. Et d'ailleurs, dans cet entretien, on avait montré qu'on avait des divergences. Mais ce qui était ressorti, effectivement, c'est qu'on avait beaucoup de convergences. Sur la question identitaire, sur la question civilisationnelle, sur la question aussi du pouvoir d'achat, l'urgence sociale. On avait beaucoup de similitudes. Maintenant, ce qui m'intéresse, pour répondre à ta question, moi j'ai pas prévu il y a plusieurs mois d'orchestrer l'union avec Éric Ciotti. Tout ça est allé très vite. Moi simplement j'ai vu que chez LR on avait fait 7% malgré la belle campagne de François-Xavier Bellamy et qu'en fait mes convictions qui je pense sont majoritaires dans le pays elles sont pas, je les mets pas à disposition du pays, je les mets pas à disposition des gens si on reste dans une opposition qui est marginale. Moi, je m'engage pas pour qu'on soit au pouvoir par-dessus tout, pas pour qu'on se répartisse les places. Je m'engage parce que je crois que si on arrive au pouvoir, si nos idées sont appliquées, elles vont peut-être changer la vie de millions de Français. Et cette capacité qu'on a aujourd'hui de prendre le pouvoir dans 2 semaines, de changer la vie des gens, d'apporter de l'espérance, d'apporter du baume au cœur, de redonner le sourire à des gens qui sont tristes aujourd'hui, moi, c'est ça aujourd'hui qui me fait m'engager. Je pense pas faire de la politique toute ma vie. J'ai pensé, pour être très honnête avec toi, arrêter il y a quelques semaines, parce que je me suis dit le monde politique est quand même hyper cynique, hyper vicieux, et j'ai été un peu dégoûté par plein de basses manœuvres que j'ai vues chez LR, par la volonté de coopérer tout le temps, de faire des alliances avec Macron, alors que en réalité 95% des LR disent combattre par-dessus tout Macron. Là, ils étaient très contents de s'allier avec lui. Tout ça, moi, m'a dégoûté. Et en fait, c'était soit on bâtit cette coalition des amoureux de la France pour essayer de relever le pays, soit j'arrêtais. Et je deviens avocat dans les prochains mois. Mon métier, je suis sûr qu'il va me passionner, donc je peux faire autre chose. Mais là, je me dis qu'il y a une opportunité historique de changer la vie des gens. Et il y a tellement de gens qui souffrent que fallait la saisir. En gros, le média têtu qui fait un post sur les réseaux sociaux et qui reprend des informations qui sont sorties dans d'autres médias aussi, sur l'homophobie de fans de Bardella, 4 jeunes fans de Bardella condamnés pour une agression homophobe, fumer un gay, c'est ce qu'ils ont dit. 3 jeunes qui ont tabassé à Paris le soir des élections européennes une personne homosexuelle et qui réclamait et se réjouissait de pouvoir le faire bientôt en toute impunité si le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Ben je les rassure, ce sera pas le cas. Ben justement, donc ouais, puisque tu dis si on arrive au pouvoir. Si on arrive au pouvoir, les groupes d'ultra-gauche et les groupes d'ultra-droite seront tous dissous. Okay. Mais nous, on sera intraitables. Nous, on sera pas comme Darmanin. Donc les gens, ils n'ont pas à craindre d'une fascisation de la société, non? Sérieusement, on fait peur à qui? Est-ce que vraiment il y a des gens qui se sentent menacés par notre discours? Il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre l'extrême droite dans la rue, dont beaucoup sont peut-être opposés idéologiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui craignent pour les personnes sans abri, pour les personnes homosexuelles, pour les femmes. Qu'ils aient, et je les rassure dans ce cas-là, qu'ils aient aucune crainte. 75 000 personnes selon la police, 3 fois plus selon les organisateurs. Dans la capitale, beaucoup sortent dans la rue. Pour la première fois. Si demain on arrive au pouvoir, on gouvernera pas pour nos électeurs. Hein. On gouvernera pour tous les Français. Donc vos électeurs sont pas tous ceux-là. Vos électeurs sont pas ceux-là. Les personnes non blanches, sans abri, homosexuelles. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je te dis juste que si demain on arrive au pouvoir, on gouvernera pas uniquement pour les gens qui nous auront élus. On gouvernera pour tous les Français. Et c'est peut-être la principale différence qu'on a avec Emmanuel Macron, qui a gouverné pendant 7 ans uniquement pour son bloc, les 25% des gens qui avaient voté pour lui au premier tour. Et il a oublié tous les autres. Nous, on gouvernera pour tout le monde. Et que tous ceux que tu cites et qui pourraient avoir peur d'une éventuelle arrivée au pouvoir du RN, qui se rassurent, tout extrémisme, qu'il soit de droite ou de gauche, évidemment sera combattu. Évidemment. Mais et quelle garantie est-ce que tu peux annoncer ou proposer pour faire en sorte la dissolution de tous les groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Et pour faire en sorte que au sein mais la jeune garde par exemple, qui est un groupuscule d'ultra-gauche, qui agresse nos militants. Moi j'ai une amie qui est candidate sur notre coalition, elle s'appelle Anne Mansouri, elle est candidate dans l'Isère. Elle a été agressée plusieurs fois par des groupuscules d'extrême gauche. Et c'est condamnable. Oui, mais jamais de réponse du ministre de l'Intérieur. Jamais rien. Ils ont dissous le soulèvement de la Terre, par exemple. Gérald Darmanin. Oui, bah là, c'était pas les soulèvements de la Terre, c'était des militants d'extrême gauche, très proches de la jeune garde. Aujourd'hui,
Moi, une des raisons aussi pour lesquelles je m'engage dans cette coalition, c'est que le responsable de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, il est fiché S et il est candidat aux élections législatives. Moi, j'ai pas envie que ce soit lui le prochain député à l'Assemblée nationale. Ce type-là, il agresse des militants. Il agresse des militants parce qu'il considère que c'est des militants de droite, donc ils doivent être tabassés. Honnêtement, si on avait un candidat, LR ou du RN, qui était capable de violenter, d'agresser, mais qu'est-ce que tu dirais? Enfin, est-ce qu'on en parlerait? Il y a des candidats RN, bon, qui viennent d'être désinvestis du parti, mais qui avaient tenu des propos c'est peut-être la différence entre eux et nous. Ouais. Dès qu'il y a quelqu'un, un candidat qui a cité en 2013 que des propos à propos des tziganes, en disant que le dictateur nazi aurait dû en éliminer plus. Je suis pas au courant de ces propos-là, mais en tout cas, dès qu'il y a un excès, dès qu'il y a quelqu'un qui tient des propos qui sont insupportables, qui sont inacceptables, nous, on est intransigeants et on le désinvestit ou on le met sur le banc de touche. C'est tout. Eux, ils l'ont pas fait. Raphaël Arnaud, il est encore candidat, alors que tout le monde connaît sa capacité à agresser et le fait qu'il est fiché S. Et comment est-ce qu'on garantit que la police soit garante de la sécurité de tous les citoyens, alors qu'il y a une prépondérance des votes Rassemblement National dans l'organe policier et des personnes qui rapportent régulièrement des témoignages de maltraitance qu'elles ont pu avoir et qui sont documentés par beaucoup de journalistes. Est-ce que vous avez des garanties concrètes là-dessus sur l'indépendance de la justice, sur la police et... En fait, c'est limite insultant ce que tu dis, parce que tu as l'air de dire que si demain on arrive au pouvoir, on aurait des choses à prouver sur ces questions-là. Mais qu'est-ce qui te fait dire que l'indépendance de la justice serait menacée? Qu'est-ce qui te fait dire que on pourrait avoir des positions racistes, xénophobes, antisémites? Il y en a qui sont documentés. Sur la police, j'aimerais qu'on regarde un extrait justement à ce propos, parce qu'il y a une manifestation qui s'est tenue récemment à Nancy contre l'extrême droite, dans toute la France. Mais c'est un connard, portez-la, c'est un connard. Vas-y. Des images comme ça, il y en a régulièrement. Pour donner plus de contexte, parce que c'est toujours un peu flou en manifestation, une manifestation contre l'extrême droite qui a eu lieu récemment, des militants viennent attaquer cette manifestation, alors des heurts adviennent, et puis la police vient protéger ces manifestants qui s'en prenaient à la manifestation. Il y a des motifs légitimes d'inquiétude de la part de personnes qui disent il y a des proximités entre la police et des milices qui sont aussi assez violentes et qui en font preuve en manifestation. Bon, dans ce cas-là, je vais encore une fois te rassurer. On sera intraitable avec les 10 ou 15 zozos d'ultra-droite, comme avec, par contre, les dizaines de milliers de zozos d'extrême gauche. Mais on sera intraitable. Et je te le dis, tous ces groupuscules-là, parce que souvent, ils sont organisés. Moi, c'est pas mes amis, hein. J'aime pas ces gens-là. Les types d'ultra-droite, les types d'ultra-gauche, je trouve qu'ils... souvent c'est des abrutis, souvent c'est des imbéciles, souvent c'est des gens qui ont pas lu, souvent c'est des gens qui sont crétins. Mais ces gens-là, évidemment, qu'on sera intraitable avec eux. Mais ce que je trouve insultant, c'est que tu as l'air de dire qu'il y a une porosité entre eux et nous. Enfin, moi, j'interroge ce que des Français craignent. Oui, mais pourquoi tu m'interroges moi? Moi, j'ai jamais eu de propos. J'ai jamais eu de propos qui ambigu. À la députation, mais surtout tu représentes. Oui, mais en quoi eux ils sont cette élection? Oui, mais en quoi eux sont liés à nous? En quoi eux sont liés à notre alliance? En quoi les 15 zozos qui agressent, qui frappent, sont liés à nous? Pourquoi on les assimilerait à nous? Est-ce que un jour tu m'as vu? Mais est-ce que un jour tu m'as vu, j'en sais rien, ou Éric Ciotti ou Jordan Bardella écrire, faire un tweet, faire une communication pour dire je soutiens les 15 pecnos, les 15 zozos qui sont ultra droite? Non. Jamais. Ce matin encore, je te l'ai dit, mais Jordan Bardella, il a dit tous les groupuscules d'ultra droite comme l'ultra gauche seront dissous. Comment on peut être plus clair en fait? Si il faut le dire 15 fois, la politique c'est l'art de la répétition. Sinon sinon on se contredit. Nous on répète les choses. On préfère le répéter parce qu'on sait que au moins ce sera pas défiguré, ce qu'on dit. Ouais, espérons que ça rassurera du coup des Français qui craignent pour leur sécurité. Oui, mais je pense que du côté. Oui, mais je pense qu'ils sont minoritaires les gens qui sont aujourd'hui inquiets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que le RN, que la coalition qu'on représente était pas du tout un danger pour le pays et qui craignent beaucoup plus Jean-Luc Mélenchon, qui craignent beaucoup plus des gens
qui, par électoralisme, sont capables de tenir des propos abominables. Moi, quand j'ai vu un truc, là, il y a quelques semaines, de Mélenchon, qui parle de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, de confession juive, en disant elle campe à Tel Aviv, il fait exprès de dire ça. Il fait exprès de dire ça parce qu'il connaît parfaitement, Jean-Luc Mélenchon est très cultivé, la connotation historique. Moi, quand je vois des propos pareils, quand je vois ce qu'a pu dire David Guiraud, Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. quand je vois que certains élus des écolos, Esther Benbassa, ont pu défiler en 2019 devant le Bataclan avec le CCIF qui depuis a été dissous pour leurs propos, pour leurs discours. Ce cliché a suscité une très vive polémique. La sénatrice écologiste Esther Benbassa, entourée d'un groupe de manifestants, dont une petite fille arborant une étoile jaune. Quand je vois la violence qu'il y a dans ce camp-là, les insultes dont on peut faire l'objet, je me dis que on est peut-être du bon côté de l'histoire. On est sûrement du bon côté de l'histoire. Moi, ce week-end, j'étais dans le Tarn, dans ma circonscription. Les militants de la France insoumise, pas tous, mais certains, ont dit non, on vous serre pas la main parce que vous êtes de l'extrême droite. Jamais quelqu'un chez LR ou au Rassemblement national dirait à un type d'extrême gauche, on vous serre pas la main parce que vous êtes l'extrême gauche. Nous, on les respecte. On combat leurs idées. On pense que leurs idées sont très dangereuses, mais on les respecte. Et c'est peut-être ça la différence fondamentale entre la droite et la gauche. C'est que nous, on n'est pas des gens sectaires. On est républicains. D'ailleurs, c'est pas nous qui menaçons de changer de système politique et de passer à la 6e République. Nous, on croit en nos institutions. Simplement, on voit qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent et qu'il faut leur changer la vie. Voilà. C'est peut-être la différence fondamentale qu'il y a entre nous et l'extrême gauche. Sur la partie avenir de la France, tu parlais d'immigration tout à l'heure. Il y a une note de l'Institut Montaigne qui a été reprise dans différents médias, dans les Échos par exemple, qui pointe le soutien qu'apporte l'immigration à une France vieillissante. C'est pas un secret, on a une pyramide des âges qui, voilà, selon comment on la montre, va davantage vers des personnes âgées, une pression sur les actifs par rapport au nombre de retraités qui s'accroît. C'est quoi du coup le secret si on est plus intransigeant sur la question migratoire? Est-ce qu'on va avoir une politique nataliste en France? Oui, moi je crois beaucoup plus à une politique familiale et de natalité ambitieuse plutôt que de résoudre le défi démographique par l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met les femmes, on les met à la maison de nouveau et puis c'est un peu caricatural. Tu vois ce qu'a provoqué le terme de réarmement démographique utilisé par le président Emmanuel Macron. Il y a quand même un bon nombre de femmes qui se sont indignées de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une politique familiale ambitieuse. Il faut arrêter d'emmerder les familles. Il faut qu'il y ait des facilités fiscales pour les familles, les couples qui ont envie de faire des enfants. Mais il y a on a déjà des aides quand on a plusieurs enfants. Ouais, mais la plupart des aides qui ont été accordées sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 ont été supprimées par François Hollande. Ça, c'est une grande différence entre la droite et la gauche. La droite croit en une politique familiale ambitieuse et la gauche y croit pas du tout. Mais la question de la natalité, c'est une chose. La question de l'immigration, c'est une autre. Moi, je crois pas en l'immigration de masse parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les capacités pour accueillir toute la misère du monde. C'est pas moi qui le dis, c'était déjà la gauche qui le disait il y a 30 ans. Ouais. Georges Marchais, Parti communiste, disait la même chose. Il disait que plus on a d'immigration et plus ça draine les salaires à la baisse, ça nuit évidemment aux ouvriers français. C'est peut-être pour ça qu'ils votent dans une écrasante majorité pour le Rassemblement national. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Et donc comment on fait pour occuper les métiers dont les Français peut-être refusent de s'occuper, des métiers dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans les soins à la personne, qui sont en énorme tension et qu'occupent des personnes qui acceptent d'avoir des salaires ou des conditions de travail plus difficiles et qui sont souvent issues de l'immigration. Mais c'est tout le défi aujourd'hui des politiques publiques, de Pôle emploi, d'avoir une meilleure insertion professionnelle, d'arrêter de dévaloriser les métiers manuels, d'arrêter d'avoir cette culture en France où on oriente tout le monde vers les filières générales alors qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça et qui préfèrent bosser dans les filières manuelles parce qu'ils ont de l'or dans les mains. On change de culture, on change de mentalité. On fait en sorte que les gens qui aujourd'hui ont la capacité financière de rester à la maison parce qu'en fait ils vont toucher quasiment autant que ceux qui vont aller bosser, qu'ils aient pas cette capacité-là. Moi, ce que j'entends tous les jours chez moi, les gens disent on en a marre de bosser pour ceux qui font rien.
Mon voisin, il reste à la maison toute la journée, il regarde la télé toute la journée, il cherche pas d'emploi et il est au chômage, il touche autant que moi. Et en fait, moi, quand je vais bosser, je gagne 1 500 € par mois. J'ai mon carburant à payer, le carburant qui augmente. J'ai toutes les dépenses liées à mon travail. En fait, je gagne moins que lui. Et c'est ça qui reste. Donc, une solution très simple. Donc, une solution juste très simple. Les revenus de l'assistance, ils sont là. Les revenus du travail, ils sont là. On recrée un écart. On fait comme ça. On baisse les revenus de l'assistance. On remet les gens au boulot. On fait en sorte que les gens qui sont dans une forme d'assistanat retournent vers l'emploi. Et les gens qui bossent, on augmente leur salaire en baissant les charges qui baissent sur les employeurs. C'est déjà une politique du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis des années qui fait des réformes de l'assurance chômage. Mais visiblement, ça a pas du tout fonctionné parce qu'aujourd'hui, les gens ont jamais été autant en colère sur ces questions-là. Le fait que le travail paye pas, c'est pas nouveau. Moi, je pense que c'est le truc que j'entends le plus. On parle souvent de l'immigration, de l'insécurité. C'est vrai, c'est des sujets pour moi essentiels. Mais le vrai truc qui rend fou les gens, c'est le fait que le travail paye pas. Mais est-ce que de leur montrer un bouc émissaire qui serait la personne à côté d'eux qui travaille un petit peu moins, ça a du sens d'orienter cette colère face à ce manque de rémunération du travail des honnêtes gens par rapport aux inégalités sociales, peut-être l'accroissement l'accroissement des inégalités entre des milliardaires qu'on a en France et aucun tabou sur ça. Nous, on est pour une taxe sur les super profits des énergéticiens, tous ceux qui ont profité de la crise sanitaire, tous ceux qui ont profité du conflit russo-ukrainien pour s'engraisser et pour faire des profits disproportionnés. Évidemment qu'il faut les taxer. Moi, je crois qu'il faut de la justice sociale. Il faut faire en sorte que ceux qui ont les capacités de payer, ceux qui vivent très bien en France, puissent participer dans une juste mesure. Mais la limite à ne pas franchir, c'est qu'on ne devienne pas un enfer fiscal pour ces gens-là, parce que sinon ils vont tous se barrer et c'est l'économie française qui va se barrer. Et moi, je crois qu'un des grands défis pour nous aujourd'hui, c'est de réindustrialiser le pays, c'est de faire revenir des talents. Il y a plein de jeunes de notre âge qui fuient la France parce qu'ils considèrent qu'on peut pas réussir en France, que les conditions fiscales sont pas avantageuses pour les entreprises, pour les entrepreneurs, et qui du coup préfèrent se barrer, certains aux États-Unis, certains dans d'autres pays. Moi, je me résous pas à ça. Et je pense qu'on peut être, non pas un paradis fiscal, mais on peut avoir des conditions fiscales qui sont à peu près à la moyenne de ce qu'on se fait, de ce qu'on a en Europe, de ce qu'on a sur notre continent, parce que il faut pas être dupe. Aujourd'hui, les gens qui veulent réussir, ils regardent de manière comparative les différents pays, ils regardent où c'est le mieux pour eux de s'implanter. Donc, si on est toujours un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants au monde, les gens vont se barrer de plus en plus. Et l'économie française qui se barre, les riches qui se barrent, ça a des conséquences sur l'emploi. Bernard Arnault, c'est 200 000 emplois. Moi, je suis très content que Bernard Arnault soit très riche. Je pense qu'il doit participer à la solidarité nationale parce qu'effectivement, il est très riche. Mais j'ai pas envie qu'il se barre dans notre pays. Je préfère qu'il continue à avoir des emplois ici parce qu'il y a des gens qui vivent grâce à lui. Il y a des familles qui vivent. Il y a des enfants qui mangent à leur faim parce que leurs parents sont les salariés des entreprises de Bernard Arnault. Et ça, c'est la richesse d'une entreprise. Moi, je crois en l'entreprise. Et je crois qu'il faut arrêter de mettre des boulets aux pieds des entreprises tout le temps, quoi. Les principales vagues d'immigration qu'on va connaître dans les prochaines décennies seront liées aux thématiques écologiques. Quand vous allez avoir un tiers de l'humanité qui vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui en 2050, un tiers de l'humanité, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Ils vont migrer. Voilà. Ils vont pas rester dans leur pays à cuire sur place. On peut pas demander ça. C'est même, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça à l'époque, qui avait dit l'immigration ne fait que commencer. Là-dessus, je peux être que d'accord avec Nicolas Sarkozy. L'immigration ne fait que commencer. Quand on voit les températures extrêmes qui sont constatées dans certains pays, pas que d'Afrique d'ailleurs, hein, notamment en Inde, en Chine, au Pakistan, où la barre des 50 degrés est approchée de manière assez inquiétante sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, évidemment que les gens vont migrer, évidemment que les gens vont partir de ces endroits qui deviennent inhabitables. Aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression que le programme qui consisterait à fermer les frontières avec cette ambition de réduire à peau de chagrin l'immigration qui est ce que vous revendiquez, elle se heurte à un aveuglement face à la crise écologique à laquelle on fait face, qui va déplacer des centaines de millions de personnes dans le monde, si ce n'est des milliards, selon la trajectoire qu'on emprunte, d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement de la température du globe. Face à ça, les petites mesures on ferme les frontières, on attend les gens au bord des frontières, comment ça va se passer? Et c'est quoi les ambitions que vous avez sur le plan écologique face à l'enjeu majeur du 21e siècle qu'est cette transition écologique nécessaire? Moi, je suis assez d'accord avec le constat du Haut Clément, qui est également le tien.
les réfugiés climatiques vont arriver par centaines de millions si on n'agit pas immédiatement, fortement sur la question climatique. Je pense que c'est la question de notre génération, la question existentielle de notre génération, mais elle doit être traitée avec bon sens. Pour moi, il y a trois manières d'agir. Un, c'est la question des importations. La principale cause aujourd'hui des émissions de CO2 en France et en Europe, c'est la question de nos importations. On importe 60% typiquement des fruits et légumes qu'on consomme. D'ailleurs, 25% des fruits et légumes importés sont produits à base de pesticides qu'on interdit chez nous. Donc les conditions environnementales, sociales, sanitaires sont horribles. On s'interdit de produire ce qu'on va importer de l'autre bout du monde. Donc c'est la question des importations, produire chez nous, la souveraineté alimentaire. Et ça, je pense que c'est la question centrale. 2, c'est la question de la souveraineté énergétique. C'est notre mix énergétique. Moi, je crois au nucléaire parce que je crois que c'est une énergie décarbonée, donc bonne pour la planète, en plus d'être bon marché. Donc bonne pour le pouvoir d'achat des Français et des autres. Et c'est un atout d'ailleurs, le nucléaire, qu'on a par rapport à nos voisins allemands, typiquement. Donc souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire et la question de nos importations. Et puis ensuite, une écologie du bon sens qu'on pourrait décliner à travers la rénovation thermique des bâtiments, qu'on doit accélérer, on doit aller beaucoup plus vite. La question des mobilités douces, où on doit transport en commun, où on doit faciliter les mobilités douces, avoir des aides beaucoup plus importantes. Moi, je crois en une écologie en fait pragmatique, du quotidien, du bon sens. Et je pense qu'on peut être de droite et écolo. Et en fait, la droite, souvent on dit qu'elle est conservatrice. Le conservatisme, c'est quoi? C'est de transmettre quelque chose dont on a hérité, qui ressemble, quelque chose dont on a hérité qui correspond, qui est préservé, quoi. Je veux dire, le conservatisme, c'est d'arriver à transmettre un monde qui est au niveau de ce dont on a hérité. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut parfaitement être de droite et écolo. Et si on arrive à agir fort sur la question climatique, sur la question du dérèglement climatique, on aura des résultats qui nous permettront d'éviter d'avoir des vagues d'immigration massive qui vont entraîner les conséquences qu'on a déjà décuplées. Les conséquences de l'immigration massive, c'est quoi? C'est la montée de la délinquance. Moi, je dis pas que tous les étrangers sont délinquants, ce serait complètement con de le penser. En revanche, je pense que quand tu accueilles beaucoup plus que tes capacités d'accueil, bah ça produit de la violence. C'est comme une maison, hein. Il y a la place pour accueillir 20 personnes dans ta maison, t'accueilles 70 personnes, bah ça pète. Et t'as plus le contrôle. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut choisir qui vient ou qui vient pas sur ton territoire, et c'est pas, encore une fois, déconnecté que de penser ça, parce que tous les pays le font. Tous les pays ont cette politique-là. Juste pour terminer sur l'écologie et rebondir, ça me paraît un peu simple de parler d'écologie du bon sens. Tu connais la phrase de Descartes, la première phrase des méditations métaphysiques. Tout le monde se croit si pourvu de bon sens qu'il n'a point coutume de demander plus qu'il n'en a. Donc évidemment, le bon sens, on dit toujours que c'est le sien et pas celui des autres. Comment est-ce que tu expliques alors que le RN a voté, et Jordan Bardella en premier, contre la réduction de 60% des émissions de CO2 d'ici 2030, contre la loi sur la restauration de la nature, contre l'objectif de baisse de 50% des pesticides d'ici 2030, tu parlais des pesticides tout à l'heure, et contre l'arrêt des financements publics et la pêche illégale au Parlement européen. Les rares fois où vous avez été présent. Faut pas regarder uniquement le titre des articles qu'on va voter, faut regarder le contenu des articles. Et très souvent, oui, bah c'est ce que fait par exemple le réseau Action Climat quand il montre que le programme du Rassemblement national est le moins ambitieux, voire le plus néfaste du point de vue de l'écologie. Ça, tout le monde s'accorde à le dire sur le plan écologique. Moi, je t'assure d'une chose, c'est que quand on regarde le détail des textes du Pacte Vert, le projet Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui a été porté par les socialistes et les écologistes et les macronistes au Parlement européen, les conséquences, c'est qu'on tue l'agriculture française. Les conséquences, elles sont hyper graves. Mais en fait, elle va mourir de toute façon si les sols ne produisent plus parce que on a tellement mis de pesticides. Si il fait plus 1,5 degré en moyenne. Moi, quand je vois le projet Farm to Fork qui vise à faire baisser la production de 15%, à faire baisser les revenus des agriculteurs de 16% parce qu'on met en jachère 10% des terres agricoles, je me dis que c'est juste pas possible parce que ça va tuer les agriculteurs français. Et il faut arriver à marier. Mais aujourd'hui, les agriculteurs français qui bénéficient, la préservation de notre économie et aussi des agriculteurs avec la lutte contre la transition écologique. Mais il faut arrêter de mettre le fardeau sur l'agriculture, sur l'économie. Beau lapsus. Pardon? Lutte contre la transition écologique. Pardon, je me suis peut-être trompé. Mais je veux dire, il faut arrêter de mettre tout le fardeau de la transition écologique sur les agriculteurs, sur ceux qui produisent, sur ceux qui font l'économie française. La réalité, c'est que les agriculteurs, moi, pour en connaître beaucoup dans le temps, c'est les meilleurs écolos qui existent. Bien sûr. C'est eux qui font le meilleur travail. Ils sont hyper avancés. Ils sont hyper avancés sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs économiques, il faut faire confiance aux entreprises, avoir parfois des contraintes. Il y en a aujourd'hui dans le droit français, dans le code
civile. Aujourd'hui, on a inséré la dimension de raison d'être pour les entreprises. On va beaucoup plus loin sur la question environnementale. Simplement, il ne faut pas que ça se fasse trop brutalement, parce que sinon, ça va tuer ceux qui produisent de la richesse en France. Et je pense encore une fois qu'on peut avoir une vision climatique extrêmement ambitieuse, être de droite et en même temps soutenir aussi une croissance économique pour ne pas mettre sur le carreau des gens qui souffrent et qui ont un pouvoir d'achat qui est déjà en berne depuis quelques années. J'invite notre audience à aller regarder l'interview qu'on a faite d'un autre agriculteur, Benoît Biteau, qui est aussi député européen et agronome, et qui... je sais pas s'il représente les agriculteurs. Il est dans un syndicat qui fait des scores minables chez les agriculteurs. Ils sont, d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été élu aux élections européennes. Il était élu avant, enfin la précédente mandature. Ouais, je sais, mais là il était 6e, je crois qu'il n'a pas été élu. C'est les agriculteurs qui l'ont mis dehors. Ouais. Ouais, alors que c'est vrai que les agriculteurs français sont mieux représentés par les syndicats majoritaires. La FNSEA et la coordination rurale, je crois que c'est 90% en tout. Mais et les politiques agricoles européennes, aujourd'hui, c'est eux qui trustent, les gros exploitants qui trustent. On va faire un débat avec lui. Merci, merci Guilhem. Merci à toi, Jules.